Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous savoir au rendez-vous de ce 20h à la une de l'actualité ce samedi. Le processus de décentralisation au Togo, un véritable engagement de l'État pour transférer les compétences aux collectivités locales. Avec les élections sénatoriales en vue, ce processus s'apprête à franchir une nouvelle étape, marquant déjà des résultats positifs dans plusieurs localités de notre pays. Vous le verrez. Notre 20h nous amènera au port de Lomé. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était en visite sur le site pour évaluer la situation sur le terrain. Il a sillonné toutes les installations de la plateforme portuaire avec un objectif clair, assurer la sécurité et la sûreté du port de Lomé. Nous irons ensuite au restaurant La Sauce Secrète situé au quartier Tocoin. Ce soir, il ne sera pas question de gastronomie, mais plutôt de découverte artistique. Nous vous ferons vivre l'exposition d'œuvres d'art organisée lors de l'inauguration du restaurant. Tout comme les visiteurs présents ce jour-là, vous allez apprécier. Voilà pour le sommaire, ravi de vous savoir au rendez-vous de ce 20h. Le président de la République, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, prend part ce samedi 1er février 2025 à Accra, au Ghana, aux travaux de la 3e édition des dialogues sur la prospérité en Afrique. APD 2025. Ce forum international organisé à l'initiative conjointe de l'Africa Prosperity Network APN et du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine LECAF a réuni plusieurs dirigeants africains, des investisseurs et opérateurs économiques autour du thème « Réaliser les marchés uniques de l'Afrique grâce aux infrastructures, investir, connecter et intégrer ». Les travaux de ces dialogues sont essentiellement consacrés aux approches de financement innovants des infrastructures dans un partenariat public-privé afin de relever les défis de l'intégration économique entre les États africains. Le chef de l'État a partagé à cette occasion l'expérience du Togo en matière de mobilisation des investissements privés directs étrangers et nationaux basés sur des réformes structurelles et l'amélioration du climat des affaires. L'Africa Prosperity Network APN est une organisation panafricaine qui a pour but de faire progresser la vision de l'Afrique que nous voulons, telle que définie dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, avec un accent particulier sur l'industrialisation, le développement des infrastructures, de la diversification économique, des finances et de la sécurité. On en sait depuis quelques jours les activités marquant la commémoration du 20e anniversaire du décès de feu président Gnassingbé Yadema. Le programme complet a été rendu public par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Le communiqué est lu par Joseph Amigan. Communiqué du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Le 20e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Gnassingbé Yadema, sera célébré en cette année 2025 comme suit. À Lomé, lundi 3 février 2025, 8h30. Colloque international à l'hôtel 2 février portant sur les hommages au général Gnassingbé Yadema, père de la nation togolaise. 15h30. Danse Camou sur le terrain du lycée d'Agoignivé Centre. Dans la préfecture de la Kosa. À Pia. Mardi 4 février 2025. 19h. Veillée de prière au domicile du Père de la Nation. Mise en place terminée à 18h30. À Kara, mercredi 5 février 2025, 10h, au Palais des Congrès de Kara, prière œcuménique pour le repos de l'âme du Père de la Nation, en présence de son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République.
Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes. Madame le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, le général chef d'état-major général des forces armées togolaises, le secrétaire général du Conseil national de défense et de sécurité, les chefs d'état-major des armées, les officiers généraux et supérieurs des forces armées togolaises, les représentants du corps diplomatique et des institutions internationales accréditées au Togo, les gouverneurs, les présidents des conseils régionaux, les secrétaires généraux des gouvernorats et des conseils régionaux des régions de la Kara et centrale, les préfets des régions de la Kara et centrale, les secrétaires généraux de préfecture des régions de la Kara et centrale, les membres du bureau de la fêtière des communes du Togo, les maires, les adjoints aux maires, les présidents des commissions et les secrétaires généraux des communes des régions de la Kara et centrale, les présidents, vice-présidents et secrétaires généraux des universités nationales, les directeurs et chefs des différents services déconcentrés de l'État dans les régions de la Kara et centrale, les chefs traditionnels membres des bureaux des conseils préfectoraux de la chefferie traditionnelle de la région de la Kara, les chefs de canton de la Kosa, les présidents de fédérations des organisations religieuses. La mise en place doit être terminée ce mercredi 5 février 2025 au Palais des Congrès de Kara à 9h30. 14h30 dans Skamou sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara, dans les chefs-lieux de région, dans les autres préfectures et communes. Dimanche 2 février 2025, prière chrétienne dans les églises et temples des chefs-lieux de région, des autres préfectures et des communes pour le repos de l'âme du Père de la Nation. Mardi 4 février 2025, prière traditionnelle sur l'étendue du territoire national pour la même intention. Fête à Lomé, le 28 janvier 2025, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière à Ouaté Odabalo. Je vous le disais en titre, le processus de décentralisation est en bonne marche au Togo. C'est le moins qu'on puisse dire. Cela traduit l'engagement de l'État à transférer des compétences et des ressources aux collectivités locales. Une démarche visant à rapprocher les citoyens des centres de décision et favoriser un développement plus durable et équitable. Les résultats dans certaines des 117 communes de notre pays sont simplement impressionnants. Appréciez. Le modèle de décentralisation impulsé par le président de la République, Faure Essosim Nanya Singbe, repose sur plusieurs objectifs majeurs. Renforcer la participation citoyenne, accélérer le développement local et améliorer l'efficacité des services publics. Grâce à ce processus, chaque localité peut désormais définir et mettre en œuvre des politiques adaptées à ses réalités spécifiques. En rapprochant l'administration des populations, la gouvernance locale devient plus réactive et mieux adaptée aux besoins des citoyens. Ce projet a pris une ampleur significative avec l'organisation des élections locales en juin 2019, une première depuis plus de 30 ans.
La création de 117 communes couvrant l'ensemble du territoire national a permis de poser les bases d'une gouvernance locale plus dynamique. L'installation des gouverneurs constitue une autre avancée majeure dans cette politique conduite sous le leadership du chef de l'État, Faure Essouzim Nanya Singbe. Afin de consolider les acquis et de poursuivre les réformes, la politique nationale de décentralisation a été validée le 12 décembre 2024 pour la période 2024-2034. Ce document stratégique, adopté en présence des gouverneurs, préfets, maires, secrétaires généraux des préfectures et communes, ainsi que des représentants de la chefferie traditionnelle, dresse un état des lieux, des progrès réalisés, identifie les défis persistants et met en lumière les opportunités à saisir pour renforcer la gouvernance locale. Le plan repose sur plusieurs axes fondamentaux. Le renforcement de la gouvernance locale pour assurer une gestion plus efficace et transparente des collectivités. L'amélioration du financement et de l'autonomie des communes afin qu'elles disposent des moyens nécessaires à leur développement. Le transfert effectif des compétences de l'État aux collectivités locales pour leur permettre d'assurer pleinement leurs responsabilités. La promotion de la participation citoyenne dans la gestion des affaires locales, garantissant ainsi une meilleure implication des populations dans les décisions qui les concernent. La réorganisation de l'architecture administrative et spatiale des territoires pour optimiser leur fonctionnement et répondre aux besoins des populations. Parmi les localités où la décentralisation produit des résultats concrets, la commune Rao 1, située dans la région des Plateaux. Elle se distingue par la gestion efficace des ressources financières, humaines et matérielles. Grâce à une administration locale plus autonome et mieux organisée, la commune a enregistré des avancées significatives en matière de développement. En mai 2024, l'examen des comptes financiers et de gestion de l'année 2023 a mis en évidence une mobilisation de recettes de 189,9 millions de francs CFA avec des dépenses atteignant 216,7 millions de francs CFA. Cette gestion rigoureuse a permis de financer plusieurs réalisations au bénéfice des populations, notamment l'aménagement de hangars pour dynamiser le commerce local, la clôture de la mairie pour sécuriser les installations administratives et une lutte accrue contre l'insalubrité dans les quartiers. Ces initiatives illustrent l'impact positif de la décentralisation sur la vie quotidienne des citoyens. Avec la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation 2024-2034, d'autres communes suivront cet exemple pour un développement local plus harmonieux et inclusif à travers tout le pays. Je vous amène au port de Lomé aux côtés du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Sur place, le ministre a parcouru les différentes installations portuaires. Cette visite lui a permis de constater de visu les dispositions prises pour assurer la sûreté et la sécurité sur la plateforme portuaire. Reportage. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en visite au port de Lomé pour renforcer la sûreté maritime et la protection des infrastructures stratégiques. La délégation a sillonné les différentes installations de la plateforme portuaire, notamment la préfecture maritime, Togo Terminal, la société de gestion des stocks, l'ancien port de pêche et la deuxième installation portuaire, quai pétrolier. À chaque étape, le ministre a échangé avec les acteurs du secteur en vue de mieux appréhender les réalités du terrain. Il en a profité pour leur prodiguer des conseils afin que le port de Lomé conserve sa place de leader dans la sous-région. Il s'agissait pour lui d'évaluer le niveau de sûreté et de sécurité au port de Lomé. Depuis 2010, d'importantes réformes ont été faites, d'importants investissements ont suivi ces réformes et conséquemment le port de Lomé est devenu le premier port à conteneurs de la sous-région. Nous sommes premiers dans le golfe de Guinée et 5e sur le continent africain. C'est un exploit. Le chef de l'État a donc, en toute logique, fait de la sûreté et de la sécurité maritime l'un des piliers importants
de la protection de nos intérêts économiques, avec la création du Haut Conseil pour la mer et de l'ONAM. C'est de bon droit donc que le ministre de la Sécurité a voulu que nous puissions nous organiser pour avoir un port à l'abri de toute insécurité. Il a donc visité les acteurs sur le terrain. Vous savez aussi que les acteurs se sont diversifiés. Il y a peu, nous avions une seule installation portuaire. Aujourd'hui, nous en avons 5. Le ministre a pris le temps d'échanger avec chacune des installations portuaires, de partager ses préoccupations et de nous inciter à un partage de compétences, à une mutualisation des moyens et à plus de solidarité pour sauvegarder la place de choix que nous occupons aujourd'hui dans le domaine du transport maritime. Cette visite s'inscrit dans la continuité d'une réunion tenue avec les différents acteurs de la plateforme portuaire. L'objectif est de garantir la sûreté et la sécurité du port de Lomé conformément à la vision du président de la République, Faure Essosim Nanya Singbe. La réunion était de nature à échanger avec les acteurs du domaine portuaire sur des préoccupations de sûreté et de sécurité maritime. Le ministre n'a eu qu'à insister sur une préoccupation majeure: partage de compétences, mutualisation de moyens, veille stratégique pour protéger nos intérêts économiques. Cette visite du ministre de la Sécurité et de la Protection civile illustre l'engagement du gouvernement à faire du port de Lomé un véritable moteur de développement économique. La visite s'est poursuivie dans la nuit au TP3 et à LCT, permettant à la délégation d'observer l'ambiance et les opérations nocturnes sur la plateforme portuaire. Et le gouvernement s'apprête à organiser pour la 4e fois la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le coup d'envoi a été donné jeudi dernier en présence des médias, occasion de leur dévoiler les grandes lignes de cette 4e édition qui se tiendra cette année du 21 au 28 février prochain. Sandra Gauthier, Karine Olano. Elle annonce déjà ses couleurs, la 4e édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Axée sur la formation en alternance, un modèle gagnant pour les entreprises et l'employabilité des jeunes. Elle est prévue du 21 au 28 février 2025 sur toute l'étendue du territoire. La semaine de l'ETFP sera meublée de plusieurs activités pour permettre aux jeunes une insertion parfaite dans la vie professionnelle. Nous aurons le lancement le 21 février qui se fera au CRETFP Cara. Le lundi 23 est dédié à la journée de la digitalisation. Le mardi déjà, il y aura une grande caravane à travers la ville de Lomé. Pour la journée de mercredi, des concours, des conférences, débats sur le partenariat public-privé. Il y a des établissements partenaires qui nous accompagnent. La journée de la beauté, ce sera essentiellement des journées de témoignages. Et dans l'après-midi, il y aura la soirée des lauréats. Selon le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Isaac Chiakpe, les programmes d'alternance aident les jeunes à mieux comprendre les exigences et les réalités du marché du travail. Cela les prépare à être plus compétitifs et opérationnels dès la fin de leur formation. La 4e semaine de l'ETFP vise essentiellement à mettre en lumière les formations, le sous-secteur, l'attractivité de sous-secteur, ce que nous offrons comme formation et qui offre aux jeunes la possibilité d'avoir des compétences et qui les mettent directement en lien avec les besoins du marché de l'emploi, de pourvoir aux besoins de nos entreprises des formations qui permettent par leurs compétences à contribuer au développement économique du pays. C'est aussi une occasion festive pour dire que l'ETFP n'est pas une école de la deuxième chance, mais une école de la chance elle-même, puisqu'elle permet à des jeunes qui ont déjà un projet professionnel de venir
acquérir les compétences y afférentes et de pouvoir contribuer au développement économique du pays. Plusieurs jeunes sont donc attendus à cette 4e édition de la semaine de l'ETFP. La promotion de l'alternance et l'employabilité des jeunes est une stratégie gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées, les jeunes, les entreprises et l'économie du pays dans son ensemble. Cela contribue à créer un environnement où les jeunes talents peuvent s'épanouir et jouer un rôle actif dans le développement économique et social. Le port de Lomé s'ouvre aux jeunes à travers le portail maritime et portuaire. Des journées portes ouvertes organisées en prélude au gala d'excellence qui récompense les acteurs du secteur maritime et portuaire. L'objectif est clair. Ce portail va fournir des informations précises aux jeunes sur des opportunités d'emploi dans le secteur maritime et portuaire. Clarisse Atikle. Des étudiants dans les filières des métiers de la mer sont les invités d'honneur à ces journées portes ouvertes, le portail maritime et portuaire. Elles sont organisées par le port autonome de Lomé autour de l'employabilité des jeunes afin de leur faire découvrir les opportunités d'emploi dans le secteur maritime et portuaire. Nous avons dans le secteur maritime et portuaire 41 corps de métiers. Et il fallait faire la promotion de ces métiers-là, faire découvrir ces métiers aux jeunes Togolais et aussi voir dans quelle mesure les pouvoirs publics et les acteurs portuaires peuvent créer une synergie d'ensemble avec le monde de l'éducation et pour trouver des réponses à ces problématiques-là, nous avons fait appel à plusieurs directeurs d'entreprises qui sont venus aujourd'hui partager leurs expériences avec ces jeunes-là. Dans le but peut-être de créer une émulation, de créer l'envie d'aller vers des formations qui peuvent déboucher sur une carrière dans le domaine. Le secteur maritime et portuaire occupe une place stratégique dans la croissance économique du Togo. Mais il a besoin de main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ces journées portes ouvertes sont une occasion pour amener les jeunes à se positionner sur les différents axes de développement du secteur. Le port autonome de Lomé est la structure qui régule quand même, qui coordonne les activités dans la zone portuaire. Donc pour nous, il s'agit qu'ils puissent se rapprocher, toucher du doigt ce qui se fait concrètement sur le terrain. Et donc on va pouvoir discuter avec eux, répondre à leurs questions, leur faire montrer quand même les métiers qui existent dans le secteur, ce qu'ils ont appris à l'école, qu'ils puissent quand même regarder et toucher du doigt ce qu'ils ont fait et ce qui se fait dans le secteur. L'opportunité est offerte aux jeunes d'introduire leur curriculum vitae pour décrocher des stages, voire des emplois au sein des entreprises de la plateforme portuaire de Lomé. Pour moi, étudiant, et pour mes chers collègues, c'est une opportunité de découvrir les secteurs du domaine portuaire, d'apprendre professionnellement de nos aînés, de nos prédécesseurs et des experts maritimes pour pouvoir grandir professionnellement, technico-technique et non plus théorique. Le dépôt de nos différents CV nous permettra de rentrer dans le domaine portuaire et maritime et grandir professionnellement par l'octroi bien sûr d'un stage et pourquoi pas qui pourrait déboucher sur un emploi stable. J'ai déposé mon CV, c'est pour avoir un retour positif et un bon stage dans une entreprise du domaine. Ces journées portes ouvertes constituent la première phase du gala d'excellence portuaire. Il est prévu pour le 21 février 2025 où les acteurs majeurs du secteur maritime et portuaire seront récompensés. Cela nous amène à parler de l'Ordre des architectes du Togo dans le cadre de la 4e édition de son programme ONAT à la rencontre du Togo. L'Ordre s'est déployé à Thévié. Sur place, il a sensibilisé les populations sur l'importance du métier d'architecte. L'exercice a été mené en collaboration avec les acteurs de l'autorité de régulation de la commande publique. Reportage de Mauko Ahianon présenté par Issa Karouna. La construction des édifices publics, privés, l'organisation structurale et l'esthétique des villes reposent sur des normes et éthiques dont seuls les architectes détiennent les techniques et la créativité. L'importance des architectes dans la construction est souvent bannie. Pour rectifier le tir, l'Ordre national des architectes du Togo, ONAT, en collaboration avec l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP, est allé à la rencontre des institutions locales de Thévié
pour communiquer autour de la portée de l'architecture. Nos cadres de vie, nos villes se construisent chaque jour et nous tous, nous sommes témoins de l'évolution de nos villes. Mais derrière ce que nous ne voyons pas, c'est la commande publique, les marchés qui sont passés pour permettre aux experts qui doivent intervenir sur la ville de le faire. Et l'un des experts importants qui parfois est négligé, c'est l'architecte. Nous avons souhaité ce cadre de concertation pour pouvoir échanger avec les acteurs pour voir dans quelle mesure mieux appliquer les tests de passation en prenant en compte la nécessité de faire intervenir l'architecte dans la construction de nos espaces de vie. Cette rencontre a permis d'intégrer des innovations. Et au rang des innovations, ce qu'il faut noter, c'est la question du droit de propriété dans la conception d'un ouvrage. Est-ce que la conception demeure la propriété de l'architecte ou c'est la propriété du maître d'ouvrage? Les tests ont réglé cette question aujourd'hui. En fait, l'architecte qui a conçu demeure propriétaire. Mais ça n'empêche pas la personne publique de l'utiliser. Mais si elle va l'utiliser, il y a des conditions. Pendant 3 jours, une panoplie d'activités est prévue pour meubler l'événement. Il y a un cadre de concertation qui est ouvert avec les métiers connexes à l'acte de bâtir. Nous avons également des consultations publiques où la population peut venir et puis nous allons échanger sur des projets. Il ne s'agit pas de leur faire un projet sur place, mais c'est de les aider sur des questions, sur les orienter en fonction des besoins qui sont exprimés, quels experts ils peuvent contacter pour que leur projet, en tout cas qu'ils ont envisagé, se réalise le mieux possible. L'ONAT à la rencontre du Togo, acte 4, est une rencontre annuelle qui vise à rapprocher les communautés à la base des architectes pour une bonne compréhension du fonctionnement de ce métier. Intéressons-nous à présent à l'un des défis majeurs qui ne laisse pas le gouvernement togolais indifférent. Il s'agit des litiges fonciers. La problématique a été au cœur d'un colloque scientifique à Lomé. La rencontre visait à dresser un état des lieux de la gestion foncière au Togo en vue de contribuer à la résolution des conflits liés au foncier dans notre pays. Edwige Atakwa-Bassabi, plus de précision, Issa Karuna. Selon les statistiques, les conflits fonciers représentent plus de 70% des dossiers traités par les juridictions togolaises. Un casse-tête pour le gouvernement. Ce colloque vise à dresser un état des lieux de la gestion foncière au Togo afin d'identifier des pistes d'action adaptées aux réalités du pays. Notre défi, c'est de trouver en réalité des solutions aux problèmes fonciers que traversent toutes les populations togolaises et principalement les couches rurales. Le colloque est placé sous le signe de la transdisciplinarité et de l'interdisciplinarité. Donc vous verrez intervenir des historiens, des sociologues, des juristes, des magistrats, des notaires, des huissiers. À travers les discussions et panels prévus au cours de cette journée, des propositions seront formulées pour enrichir les orientations du projet LRAP et contribuer à la résolution des litiges fonciers. Ces échanges nourriront également le dialogue technique et politique sur la réforme foncière au Togo. Les problèmes fonciers que nous traversons doivent donc faire l'objet d'une approche globale, pluridisciplinaire. Nous espérons que les recommandations et les résultats de vos assises conduiront à faire des projections à l'endroit des universités et à l'endroit du gouvernement. La collaboration entre chercheurs, praticiens et décideurs est essentielle pour garantir des solutions durables et inclusives en matière de gestion foncière. Le projet LRAP ambitionne d'inspirer les décrets d'application du Code foncier et domanial en tenant compte des réalités socioculturelles et foncières des différentes zones représentatives du Togo. Direction la préfecture de Lakébo où le nouveau préfet vient de prendre officiellement fonction. Nommé le 22 janvier dernier par décret présidentiel, Toïkokou a pris ses fonctions en présence du gouverneur de la région. La cérémonie de passation de service avec Sivera Boudjou depuis Atakpami.
Après sa nomination par décret du chef de l'État, Toye Kokou s'installe officiellement, et ceci à travers cette passation de charges menée en présence du gouverneur de la région des Plateaux. Il a salué les performances enregistrées par son prédécesseur et s'engage à jouer efficacement son rôle pour assurer le développement de la préfecture. Monsieur le gouverneur, je voudrais vous prier de bien vouloir transmettre à son Excellence Monsieur Faure Essozom Nanya Singbe, président de la République, toutes mes gratitudes pour cet honneur qu'il me fait en me hissant à la tête de cette belle préfecture. Chers parents, chers chefs de service, ensemble, nous allons construire la préfecture, continuer l'œuvre du préfet Kouma. La passation a été faite à travers cet échange de documents, une manière de renvoyer le nouveau préfet de l'Akébou dans sa mission visant à préserver l'unité et la fraternité, ceci pour contribuer à l'émergence et au bien-être des populations. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de tout le gouvernement et de l'ensemble de la population d'Akébou, je dirais même de la région, traduire toute notre affection et notre reconnaissance à M. Yovo Kofi Kouma, préfet sortant pour les loyaux services rendus à l'Akébou et au Togo. M'adressant à vous, M. Toye Kokou, je vous souhaite plein succès dans ces nouvelles fonctions. J'ai senti dans vos propos tout de suite beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement. Je souhaite que Dieu vous y accompagne. Je suis sûr que la population de l'Akébou se mettra à vos côtés pour relever les défis qui se poseront à votre temps de service dans cette préfecture. Vous êtes désormais donc le nouveau représentant du pouvoir central dans la préfecture d'Akébou. Vous coordonnerez les services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans la préfecture. Et vous veillerez donc à l'installation des conseillers municipaux après leur élection, à l'exécution des lois et des règlements, à la mise en œuvre des projets à caractère préfectoral. Vous exercerez aussi les compétences de police administrative qui vous sont conférées par la loi. Le gouverneur de la région des Plateaux a réaffirmé son engagement d'accompagner le nouveau préfet. Il a demandé à ce dernier d'être coopératif pour une meilleure exécution des actions de l'État dans le milieu. Même exercice à la préfecture de Tchaoudjo où Douti Tibianja, également nommé le 22 janvier dernier par décret présidentiel, a officiellement pris ses fonctions à la tête de cette préfecture. La cérémonie de passation de service s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Reportage de Désiré Aloy. Signature du procès verbal, puis poignée de main entre le représentant du pouvoir central de Tchaoudjo sortant, Mompion Matéendou, et entrant Douti Ndikwa Timbiandia, nommé par décret présidentiel le 22 janvier 2025. Ce dernier, désormais à la tête de la préfecture de Tchaoudjo, est renvoyé à ses fonctions par le directeur de cabinet au nom du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Cette cérémonie de passation de charge opère une dynamique dans l'action à la tête de la préfecture de Tchaoudjo. Monsieur le préfet sortant, j'admire la sincérité avec laquelle vous avez dressé votre bilan. Je salue donc l'immensité de la tâche que vous avez accomplie à la tête de cette préfecture. Monsieur le préfet, je voudrais tourner mes regards vers vous pour vous rappeler qu'en votre qualité de préfet, vous aurez à assurer de lourdes tâches. Et ce serait fondamentalement celle de coordonner l'action des services déconcentrés et décentralisés, de veiller à la police de toute la préfecture et surtout de faire respecter la loi et faire suivre l'exécution des orientations politiques du gouvernement dans votre préfecture. Le nouveau préfet a exprimé sa gratitude au président de la République pour la confiance placée en lui. Je voudrais exprimer ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Faure Essozom Nanya Singbe, qui m'a fait la grâce de me porter à la tête de cette préfecture. Cette nomination doit pour moi être un appel au service
et je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous. Les portes des bureaux, les portes de la résidence vous seront toujours ouvertes pour qu'ensemble, nous puissions relever les grands défis qui ont été relevés par les uns et les autres. Mompion Matiendou, désormais ex-préfet de Tchaoudjo, a rendu hommage au chef de l'État qui lui a permis de servir durant 9 ans la population de Tchaoudjo dans sa diversité. Permettez-moi de saisir cette belle opportunité pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essosim Gnassingbé, pour la confiance qu'il a faite à ma modeste personne en me confiant la gestion de cette préfecture. J'ai eu la chance d'avoir rencontré tant de professionnels passionnés et engagés. C'est pourquoi, au soir de cette noble et exaltante mission, je vous dis simplement merci. Le préfet de Tchaoudjo travaille sous le gouverneur de la région centrale. Au nom de celui-ci, le secrétaire général du gouvernorat a félicité le préfet sortant pour le travail abattu et a convié le nouveau représentant du pouvoir central à travailler au renforcement de la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix dans Tchaoudjo. Il a appelé les différents responsables des services déconcentrés de l'État et les autres services, ainsi que les populations de Tchaoudjo, à une franche collaboration. La campagne pour les élections sénatoriales du 15 février prochain a officiellement débuté au Togo le jeudi 30 janvier à 0h. Les choses se précisent ainsi pour la mise en place prochaine du Sénat au Togo. Que peut-on retenir de ces élections sénatoriales? Élément de réponse dans cette interview de Mazamessor Wela, enseignant-chercheur en droit public à l'Université de Lomé. Il est au micro de Marie-Ange Bidard. Le sénateur est un parlementaire appartenant à l'une des chambres du Parlement qui est le Sénat, puisque le Parlement dans la Ve République est composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il faut dire que la Constitution du 6 mai 2024 institue ce qu'on appelle le bicaméralisme ou le bicamérisme, c'est-à-dire un Parlement composé de 2 chambres. Dans ce cadre-là, l'élection du 15 février permettra de désigner ou d'élire les 2 tiers des sénateurs et pour que le Sénat soit mis en place afin que le Parlement puisse fonctionner à plein régime parce que dans cette nouvelle Constitution, il est prévu que le Parlement fonctionne avec 2 chambres. La mise en place du Sénat est décisive pour plusieurs raisons. D'abord, conformément à la nouvelle Constitution, faire les lois n'est pas de la seule prérogative de l'Assemblée nationale. Désormais, l'Assemblée nationale ne pourra pas elle seule adopter une loi, il faut le concours du Sénat. La seconde raison, c'est que le Sénat participe aux côtés de l'Assemblée nationale, les 2 formant le Parlement réuni en congrès, participe à la désignation de certaines hautes personnalités, notamment le président de la République, mais également la désignation de certaines autorités, notamment les membres de la Cour constitutionnelle. Du point de vue fonctionnel, les 2 participent à l'activité législative, les 2 légifèrent. Mais il faut les distinguer du point de vue statutaire et un peu du point de vue de leurs prérogatives. Du point de vue statutaire, le député est élu au suffrage universel direct et représentant le peuple, tandis que le sénateur est élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire élu par un collège d'électeurs, et dans le cas togolais, le sénateur sera élu par les conseillers municipaux et régionaux. Donc, du point de vue statutaire, leur mode de désignation se distingue. Du point de vue fonctionnel, ils n'ont pas les mêmes prérogatives. En matière législative, c'est-à-dire faire les lois, le député a une prééminence sur le sénateur parce que lorsque les 2 chambres ne s'accordent pas pour adopter une loi, c'est l'Assemblée nationale qui vote la loi en dernier ressort à une majorité absolue. De la même manière, le député a des prérogatives en matière de mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement.
l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement dans le cadre même du contrôle de l'action gouvernementale, ce qui n'est pas de la compétence du sénateur. Donc, de ce point de vue, c'est vrai que les deux forment le Parlement, mais il y a une différence entre le sénateur et le député. Je vous amène maintenant au restaurant La Sauce Secrète. Ce nouveau restaurant niché au cœur de la ville de Lomé, dans le quartier Tocoin, a été ouvert il y a quelques jours. La cérémonie d'inauguration a été marquée par une exposition d'œuvres d'art qui n'a laissé indifférents les visiteurs. Parmi eux, la ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement Yawa Kwigan. Reportage de Sandra Gauthier présenté par Karine Olano. Entre deux arts. C'est le thème choisi pour l'ouverture du restaurant La Sauce Secrète qui allie exposition d'art et de cuisine. Les œuvres exposées d'une diversité impressionnante ont captivé l'attention du ministre de la Communication et les autres visiteurs par leur profondeur et leur esthétique. Parmi les thèmes les plus marquants, on trouve des tableaux dédiés à la femme et tant d'autres qui illustrent la vie au quotidien. On a décidé d'ouvrir ici un endroit plus grand, un endroit calme, familial, on peut dire, un endroit que la personne, s'il va se déstresser d'une journée pleine de travail, il peut venir ici. Certains artistes ont choisi de représenter la femme comme combattante, leader et promotrice avec des couleurs vives et des détails minutieux qui illustrent la force et la résilience féminine. D'autres œuvres ont célébré la beauté et la sérénité du coucher du soleil. En plus des tableaux, l'exposition présentait également des sculptures qui ont su établir un dialogue silencieux mais puissant avec le public. J'ai présenté une nouvelle démarche qui consiste à faire la récupération et de la friperie, des pantalons jeans et des bidons d'huile. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, Yawa Kwigan, a exprimé son enthousiasme et sa gratitude envers les organisateurs et les artistes. Elle a souligné l'importance de telles initiatives pour promouvoir la culture et l'art local. Ça a été vraiment avec beaucoup d'intérêt que nous avons voyagé dans cette exposition des arts plastiques aux arts culinaires. Nous avons vu l'inspiration de nos artistes. C'est une très belle expression qui nous ravit en tant que ministre en charge de la culture et donc des arts, beaucoup d'expressions créatives et artistiques. L'ouverture du restaurant La Sauce Secrète et l'exposition artistique qui l'a accompagné ont offert une soirée mémorable, combinant gastronomie et art dans une harmonie parfaite. Les œuvres exposées ont non seulement enchanté les yeux, mais ont également nourri l'esprit, rappelant à tous les participants la puissance de l'art pour inspirer et rassembler. C'est sur les images de ces beaux tableaux que se referme ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout en direct sur la télévision togolaise. Restez avec nous car le meilleur, c'est ici.